Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Voici un article paru dans le Figaro. La France, un pays d'insécurité aux yeux des Chinois. L'article écrit ainsi. Dans le métro de Beijing ou de Shanghai, le risque de se faire arracher son téléphone portable ou ses affaires devant tout le monde est presque nul. Tandis que dans le métro parisien, on doit rester beaucoup plus vigilant. Ça, je peux en témoigner. Pendant mes plus de 20 ans de séjour en France, je me fais voler dans le métro 3 fois. Et mon appartement à Paris, à l'avenue de Suffren, était cambriolé une fois. Même notre ambassadeur, très célèbre ambassadeur en Chine comme en France, Wu Jianming, a écrit dans ses mémoires comment il a été victime d'une attaque par 4 malfaiteurs dans sa voiture de plaque immatriculée diplomatique devant la porte de Maillot. L'insécurité en France est connue en Chine, mais aujourd'hui, le sujet n'est pas la France, mais bien la Chine. Il me semble que selon les statistiques, que la Chine d'aujourd'hui est devenue l'un des pays le plus sûrs du monde. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité exceptionnel, un criminologue chinois, M. Feng Shujie. Et bonjour, M. Feng Shujie, vous êtes professeur de l'une des universités les plus connues, les plus prestigieuses de Chine, l'université de Tsinghua. Vous avez obtenu surtout votre docteur en droit en France, à Paris 1er, Paris-Sorbonne. Oui. Voilà. Et vous connaissez très bien la France et la Chine dans ce domaine. Bon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, ma première question, c'est que est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Chine est un pays, l'un des pays les plus sûrs au monde? Le taux de criminalité n'est pas très élevé en Chine. Oui, j'ai en fait la même opinion. Je pense qu'en Chine, on est bien en sécurité. Et aussi par rapport à la France, on se sent mieux en Chine concernant la sécurité dans la société. Un touriste étranger, par exemple, une fois arrivé en Chine, il ne se sent pas menacé. Non. Et là, en fait, c'est un point intéressant. En général, les gens, quand ils voyagent à l'étranger, on se sent moins en sécurité parce qu'on ne connaît pas bien la société étrangère, comment la société fonctionne et quelle est la culture locale. Et en cas de problème, comment il faut agir. Voilà, on ne connaît pas ces aspects et donc on se sent moins à l'aise quand on est à l'étranger. Mais en même temps, je pense que cette sensation par le public sur une société est bien en fait impactée par plusieurs éléments. D'abord, c'est comme vous avez mentionné, donc le reportage dans les médias. Souvent, quand il y a un reportage sur un événement terroriste, etc., qui a eu lieu dans un pays, en général, ça va inciter le public à imaginer une situation beaucoup plus grave que la réalité. Et, mais en même temps, je pense que la sensation des gens de la sécurité dans la société est aussi étroitement liée aux catégories de crimes ou d'infractions, comme les actes, les comportements de vol ou de pillage, ou bien comme vous avez mentionné l'exemple de vol dans le métro, etc., ça va donner plus d'impression d'insécurité. Par exemple, par contre, les crimes comme le homicide, là, en fait, ils ont moins d'impact sur la sensation du public. Et de ce point de vue, en fait, il existe donc une notion plus appropriée pour évaluer la sécurité de manière plus objective, c'est le taux de criminalité. Donc le taux de criminalité peut décrire le risque qu'un individu pourrait être victime d'une infraction. Oui, alors
le taux de criminalité en Chine et en France? On peut faire une comparaison? Oui. Et même le taux de criminalité, en fait, pourrait être défini de plusieurs méthodes différentes. Oui, plutôt les délinquances, les petits. Voilà. Par exemple, ça pourrait être le rapport entre le nombre des délinquances Mhm, et la population mhm. dans un pays et dans une période définie. Oui. Ça pourrait aussi être le nombre des victimes des infractions donc par rapport à la population, Oui. ou bien le nombre de dossiers Mhm. par rapport à la population. Mais celui le plus courant, c'est le rapport entre le nombre d'infractions, Mhm. comme on dit, délits et crimes Mhm. constatés par la police Oui. et la population. Mhm. Là, selon des statistiques, en 2015, le taux de criminalité en France est de 56,3 pour 1000. 56,3 pour 1000. Voilà, pour 1000. Mhm. Et en Chine, en 2016, il y a eu 17 millions, 9 000 17 dossiers, millions 9 17 000, millions, oui, 9 000, 900 000, 900 000 de dossiers voilà, de dossiers d'infraction, Mhm. délits ou crimes. Mhm. Et donc, si on le divise par la population, 1 donc ça milliard fait 300 millions. 1,29 pour 1000. 1,29. Oui, pour 1000. Donc l'écart est très grand. Alors. Très grand. Oui. Bon, en fait, l'écart est énorme, il faut le dire. Mais une question qui vient naturellement, si en Chine on est plus en sécurité, est-ce que c'est parce que en Chine il y a beaucoup plus de policiers qu'en France? Parce qu'en France, lorsque j'étais à Paris comme journaliste, les amis français me posent très souvent la question: combien de policiers il y en a par le taux de nombre de polices par rapport à habitants? Est-ce que il y a beaucoup plus de policiers en Chine qu'en France? Et selon les statistiques en Chine, en 2015, aujourd'hui, il y a environ 2 300 000 policiers 2 nationaux. millions 300 000 300 000 policiers. policiers. Et en Chine, Officiellement. voilà, officiellement, on ne distingue pas la police et la gendarmerie comme en France et donc dans les pays Il n'y a pas de ruraux, voilà. gendarmerie Voilà. apparemment. Hein. Voilà, dans les régions rurales ou bien dans les villes urbaines, ce sont tous des policiers nationaux. Et donc le rapport entre la population et le nombre de policiers est environ 6 000 pour 1. Et en France, en 2016, il y a au total un effectif de 245 000 policiers et gendarmes. Donc ça fait 270 policiers pour un citoyen. Donc, un policier pour 250 000, 260 citoyens. Citoyens, oui. Et tandis qu'en Chine, c'est un policier pour 6 000. 6 000. C'est aussi, l'écart est énorme. Mais effectivement, je me rappelle que mes amis français me montrent les photos qu'ils ont fait. Ils ont dit, voilà, les gens en uniforme, il y en a beaucoup, même dans la rue, dans tous les immeubles. En fait, ce sont des agents de sécurité qui n'ont rien à voir avec la police. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, les agents de sécurité, en fait, ce sont les employés donc qui travaillent pour garder l'immeuble, voilà, garder le magasin, voilà. garder tout. Voilà. Et là, ils portent aussi les uniformes. Mais ils n'ont pas le droit d'arrêter n'importe qui. Non, non. Ce ne sont pas des agents judiciaires. Non, non. Ouais. Par contre, en fait, il y a des employés qui assistent. Il y a des assistants des policiers qui pourraient aider les policiers à donc, faire des surveillances, etc. Donc,
policiers pour 6000. Apparemment, c'est beaucoup moins que beaucoup d'autres pays. Aux États-Unis, dans tous les pays occidentaux. J'ai l'impression que le taux de policiers est beaucoup plus important qu'en Chine, en fait. Oui, mais en fait, pour la Chine, pour tous les pays, il y a donc la police, le procureur et les tribunaux qui travaillent pour sanctionner les infractions. Mais par contre, il y a aussi des autres moyens dans la société, parce que la crime, c'est un phénomène dans la société depuis toujours, mais les moyens de régler ce problème sont aussi multiples. Ce n'est pas seulement appuyer sur le nombre de policiers. Voilà. Et je pense qu'en Chine, donc, selon les études, en fait, la fréquence des crimes ou des infractions sont liées à beaucoup d'éléments. Par exemple, il y a un aspect culturel. Je pense qu'en Chine, le confucianisme et le taoïsme, les philosophies traditionnelles, en fait, ils ont une mission principale de maintenir l'ordre dans la société. Et donc, selon le confucianisme, c'est que si on peut maintenir un bon ordre dans la famille, et ça aide à maintenir l'ordre dans le pays. Et donc il y a un aspect, je pense, culturel dedans, en Chine, comme ça. Et sinon, il y a aussi beaucoup d'éléments qui peuvent impacter la fréquence des crimes. Par exemple, même le développement économique. Oui. Quand on a un travail, on ne pense pas d'autres moyens. Voilà. Et les études montrent bien qu'il y a un lien de causation entre le taux de chômage et le taux de criminalité. Et les autres aspects sont aussi le décalage entre les pauvres et les riches. Quand le décalage est plus grand, il y aura plus de crimes. Voilà. Et pour la Chine, je pense qu'il y a aussi un aspect important, c'est la urbanisation. L'urbanisation. Voilà. Avant, la plupart de la population travaille dans les régions rurales. Là, il y a je pense une culture locale et traditionnelle. En général, dans une société où tout le monde se connaît, il y a moins de crimes et de délinquance. Par contre, dans un endroit, on ne se connaît pas bien. Et donc, entre les inconnus, il y aura plus d'agressions, etc. Plus de risques. Voilà. Je pense qu'en Chine, donc, le processus de la urbanisation est accompagné de l'augmentation de la taux de criminalité. Mais qui est en processus, il n'est pas encore terminé tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit le taux de chômage est très lié avec le taux de criminalité. Et en fait, actuellement, en Chine, le taux de chômage est très bas. Oui, je pense que sur ce point-là, la Chine est aussi un pays intéressant et il y a aussi un aspect culturel dedans. Je pense que quand j'étais en France, j'avais souvent des clochards dans la rue, SDF, etc. En Chine, c'est très peu. Ouais, en Chine, c'est très peu, mais je ne voudrais pas dire que ce sont les clochards qui ont commis des infractions. Mais par contre, en Chine, je pense que tout le monde essaie de trouver un job d'une manière ou d'une autre, et on évite de rester au chômage, même si c'est un petit job, et on essaie de travailler pour gagner la vie. Et je pense qu'en France, ou bien même dans les autres pays plus modernes, et il y a des gens qui ont choisi donc, la méthode de vie de rester en chômage et d'être de rester dans une situation marginale dans la société. Libre, mais... Oui, c'est aussi, je pense qu'en Chine, il n'y a pas la conception de quartier difficile. Il n'y a pas. Donc... il n'y a pas de quartier difficile. Voilà, il n'y a pas France, il y a des quartiers sensibles, quartiers difficiles. Voilà. Pour ce genre de quartier, je pense qu'il y a bien un lien entre ceux qui ne travaillent pas et le taux de criminalité et la sécurité de la région. Alors,
on a moins de policiers, on a moins de crimes commis, on a plus de travail. Alors, il y a une autre question qui vient naturellement parce que certains amis étrangers nous posent souvent aussi cette question. Est-ce que euh, le- la punition des crimes de délinquance, par exemple, sont très sévères pour dissuader les potentiels délinquants? Parce que dans certains pays, par exemple, on punit les voleurs en coupant leurs mains pour essayer de dissuader cette sorte de crime. Est-ce que ça existe en Chine? Est-ce que la punition des délinquances sont très sévères en Chine? Et là, en fait, il y a une évolution sur la conception concernant l'application des peines. Mhm. Donc, selon l'idée ancienne, Mhm. c'est que quand il y a plus de crimes Mhm. dans la société, il Mhm. faudrait appliquer les peines plus lourdes. Mhm. Ce qui est vrai, je pense, qu'en Chine et dans les autres pays dans le passé. Mhm. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et selon le droit moderne, Mhm. il y a le principe de proportionnalité. Mhm. Donc le principe de proportionnalité signifie que les peines doivent correspondre à la gravité des délinquances. Mhm. Il ne faudrait pas appliquer d'une manière différente. Mhm. Et aussi, en fait, les scientifiques ont révélé que plus cruelles les peines, donc plus de crimes cruels. Mhm. Parce que, par exemple, la peine de Oui. mort, Oui. si on applique la peine de mort, ça veut dire, pour certains gens, vont Mhm. comprendre que voilà, la mort, c'est une sanction légale. Et Mhm. donc, ils pensent qu'ils ont aussi le droit d'enlever, de priver la vie de quelqu'un d'autre pour une vengeance. Mhm. Mais par contre, s'il n'y a pas la peine de mort, donc ça ne va pas inciter cette compréhension Oui. dans la société. Mais la Chine a toujours la peine de mort. Oui, mais là, c'est un sujet assez compliqué. Donc, Mhm. pour les pays différents, les situations sont différentes. Et la tendance, c'est d'appliquer aussi moins que possible Mhm. la peine de mort, Mhm. même en Chine. Mhm. Et avant 2007, les cours supérieurs de chaque province Mhm. ont le pouvoir de décider Après, l'application voilà, de la peine de mort. Et en 2007, la Cour de cassation chinoise donc, a regroupé le pouvoir. Donc, toutes les décisions concernant l'application de la peine de mort doivent être approuvées par la Cour de cassation suprême chinoise. Et donc, c'est une politique qui contrôle l'application des peines de mort. Et ce qui est intéressant est que depuis 2007, il y a moins d'application de la peine de mort, mais il y a aussi moins de crimes qui sont donc susceptibles d'application des peines de mort. Donc, c'est pas comme ce qu'on a imaginé de manière générale. Donc, alors revenons à notre sensation de la sécurité, parce que c'est quand même très individuel. Quand par exemple, pour vous, vous avez vécu en France, vous vivez actuellement en Chine. Pour certaines heures, par exemple après 9 heures, après 21 heures, 22 heures, est-ce que vous osez sortir dans la rue, même dans les petites villes? Est-ce que vous pensez que vous êtes en sécurité? Oui, là, je suis très sûr de cette sensation. Donc, en Chine, on est bien en sécurité. Même si c'est tard, le soir, il n'y a pas de problème. Ah oui, peut-être parce que vous êtes un homme, il faut poser la question à une femme. Si c'était une femme chinoise ou une femme étrangère, après 22 heures par exemple, sortir toute seule, ça prend un risque ou pas? Je pense que
D'abord, en général, il n'y a pas de problème pour la sécurité de sortir le soir, même si c'est tard. Et le second point, c'est que est-ce que c'est aussi vrai que pour un homme que pour une femme? Oui. Je dois dire que cette différence doit exister, je pense que dans tout le pays. Les femmes doivent être plus prudentes, mais toujours, je pense qu'en Chine, on n'est plus, même les femmes sont plus en sécurité Beaucoup d'autres voilà, pays. que d'autres pays. Mhm. L'autre affaire, comme au début j'avais dit que lorsque j'étais à Paris, mon appartement était cambriolé. Vous savez, le cambriolage en France est une affaire courante. Est-ce qu'en Chine, maintenant, c'est aussi, comment dirais-je, un souci pour les habitants des grandes villes comme les Pékinois ou Shanghaïens ou... C'est beaucoup moins fréquent le cambriolage en Chine par rapport à la France. Beaucoup Donc moins. beaucoup moins. Vous avez les statistiques aussi? Oui, selon les statistiques, il y a eu 1 180 000 donc dossiers de cambriolage. 1 180 000. Oui. C'est-à-dire à peu près moins de 2 millions. Pour, Oui, ah oui, un peu plus d'1 million de cambriolage en 2016 en 2016. Chine. Donc, vous pouvez aller passer les vacances en Chine ou ailleurs sans se faire souci de voir vos appartements cambriolés. Oui, en général, il n'y a pas de problème. Et aussi en Chine, on voit aussi la différence entre les différents quartiers, les différentes résidences. Les résidences plus modernes sont mieux équipées, des gardiens, de vidéosurveillance, etc. Mais il y a aussi des anciens quartiers, peut-être ils sont moins protégés. Bon, tout à l'heure, on a parlé un peu des femmes sorties dans la soirée, etc. Vous avez aussi dit que pour être la femme doit être plus prudente. Bon, vous savez, le viol, c'est un crime qui est très grave, qui est, comment dirais-je, que tous les pays doivent lutter contre, parce que pour protéger les femmes, c'est une tâche très difficile et très lourde. Et dans ce domaine, comment la situation de la Chine? Je pense que donc, selon les statistiques, il y a eu 27 000 dossiers de vol, dossiers pénals de 27 viol. 000 Oui, seulement? 27 000. Ça représente 0,43% des dossiers pénals en 2016. C'est 27 000, en fait, c'est très 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 peu par rapport à plusieurs centaines de millions d'habitants. Je pense que les statistiques sont fiables, donc on ne peut pas en douter. Mais par contre, je pense qu'il y a peut-être un aspect culturel dedans. Peut-être en France, les femmes osent plus à donc dénoncer le viol, mais en Chine moins. Oui, c'est-à-dire certaines victimes de viol en Chine n'osent pas dénoncer, n'osent pas de porter plainte. C'est ça. Bon, le taux de criminalité est relativement bas. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de confucianisme, parlé de la conception de gérer la société est très différente. Quels sont les points spécifiques de la Chine de maintenir un taux de criminalité moins élevé? Et en Chine, en fait, à part la police, il existe aussi des autres institutions qui font des efforts pour travailler ensemble pour maintenir la sécurité dans la société. On a un comité central du parti pour la politique et la justice. Donc c'est une institution du parti qui coordonne la police et les municipalités locales et aussi les associations pour travailler ensemble pour la sécurité dans la société. Et je pense que c'est une méthode
à la fois traditionnelle chinoise et moderne pour la gouvernance de la société. Si on dit cette méthode est traditionnelle, c'est parce que si on va à l'histoire de la Chine, donc comme à l'époque de Mao, même aujourd'hui, le gouvernement a toujours une bonne pratique de mobiliser le peuple pour atteindre un objectif. Et si on dit, même dans la Seconde Guerre mondiale, contre les envahisseurs japonais, je pense que l'atout de succès, c'est que le Parti communiste a réussi à mobiliser toute la population donc pour lutter contre l'invasion. Et même aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, donc le soutien du peuple est important et le gouvernement utilise toujours cette politique de mobilisation du peuple. Et donc si on dit qu'il est moderne, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ils pratiquent cette nouvelle méthode de gouvernance. On comprend que la crime, ce n'est pas seulement le travail de la police, mais il y a des raisons plus profondes dans la société. Et donc on essaie de prendre des mesures pour diminuer le chômage et de bien enregistrer les informations pour aider les gens et aussi plus de surveillance du quartier et à donc garantir la sécurité. La mobilisation de la population et la prévention vaut beaucoup plus que la punition. Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, je crois il y a une autre question qu'on ne peut pas éviter. C'est une question politique. C'est-à-dire, beaucoup de gens m'ont posé la question lorsque j'étais en France. Est-ce que en Chine, il y a des prisonniers politiques? Et je peux citer des noms. En fait, je suis allé chercher le dossier. Très souvent, ce ne sont pas des crimes politiques. Est-ce que dans la loi chinoise punit quelqu'un comme moi, par exemple un journaliste qui écrit un article contre le gouvernement ou un article contre certaines politiques du gouvernement, peut être condamné en prison? Non, en fait, en Chine, on a le droit de critiquer le gouvernement et ce droit fait partie du droit de la liberté d'expression. Si on va aujourd'hui dans les médias chinois, je pense que beaucoup de reportages, beaucoup d'articles sont pour critiquer certains travaux du gouvernement. Et c'est un progrès dans la direction de démocratisation et aussi de l'état de droit. Et par contre, il est interdit d'inciter la séparation du pays ou bien d'inciter au renversement du gouvernement. Ils sont explicitement interdits dans le code pénal, mais par contre, il n'y a pas des peines qui sont applicables aux dissidents politiques. Oui, ça se comprend parce que nous avons encore un territoire qui n'est pas unifié avec c'est Taïwan qui n'est pas encore unifié avec le continent. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'après vous avoir entendu, on saura pourquoi la Chine est l'un des pays les plus sûrs du monde. Merci, Monsieur Fong. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et votre patience. À la prochaine.